Alors bonjour à tous les élus, au public qui est venu ce matin. Donc on a préféré faire le conseil municipal un samedi matin au regard de la situation sanitaire. Ça nous permettra d'avoir un peu plus le temps de pouvoir échanger sur les différents points et de ne pas avoir le couvre-feu qui nous presse un petit peu. En tout cas, ça permettra au public d'être là tout au long du conseil. Donc on va rentrer dans l'ordre du jour. Avant, nous avons quelques procurations que je vais vous indiquer. Donc, Marie-Paul Garret, qui est là. Parfait. Gabriel Simonet, qui donne procuration à Malika Yayaoui. Lucas Verrier, qui donne procuration à Serge de Ronx. Sylvie Marquet, qui donne procuration à Mounir Arabe. Et Noël Fargier, qui donne procuration à Sophie Mérès. Est-ce qu'il y a d'autres procurations? Une autre, c'est ça? On va vous faire passer la liste d'émargement. Ah oui, d'accord, c'est le temps. Ok. Merci. Donc Patrick Scotto qui donne procuration à Bernard Jammet le temps qu'il arrive. On va désigner un secrétaire de séance. Qui va être secrétaire de séance? Au hasard, moi Hicham, parce que je crois qu'il est... Hein? Allez. Donc Hicham sera notre secrétaire de séance. Donc premier point, on va déjà... Est-ce que vous avez eu le temps de regarder donc, le procès-verbal du conseil municipal du 18 janvier? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce procès-verbal? Il n'y a pas. On le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc premier point à l'ordre du jour, c'est l'orientation... les orientations budgétaires de 2021, les services nous ont préparé un petit PowerPoint justement pour que vous puissiez avoir les éléments qui défilent, en plus du document que vous avez reçu avec la convocation. Donc c'est un moment qui est important pour l'action que l'on va mener sur cette année 2020 et ensuite. On est quand même sur un budget aujourd'hui, des orientations qui se veulent être responsables et qui en même temps commencent à structurer notre action pour les années à venir, dans des projets que l'on va vous décliner. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte qui est compliqué, vous le savez tous. Il y a une croissance qui est en forte baisse, que ce soit au niveau national ou européen, et une inflation qui est de 0,5%. Les dépenses publiques sont en forte hausse au niveau national. Le déficit public est monté à 6,7%. Comparé à l'année dernière, on était à 2,2%. Et une dette publique qui explose aussi, mais on le comprend bien au regard de la situation sanitaire et de l'aide qui est apportée par l'État, qui est aujourd'hui à 116,2% du PIB, contre 98% l'année dernière. Quand on vient un peu plus au niveau de Donzère et donc de l'évolution de nos dépenses de fonctionnement, donc, ce sont des éléments qu'on vous avait déjà plus ou moins présentés, en tout cas avec les éléments qui avaient été indiqués par Christian Gattegno en juillet. On a rajouté, bien sûr, les dépenses de 2020, qui, dans le tableau que vous voyez, et puis on en rediscutera aussi lors du compte administratif de 2020, que l'on votera lors du prochain conseil municipal. Mais ça permet quand même d'avoir quelques notions pour ce débat d'orientation budgétaire. Donc, les charges de gestion sont en baisse de 5,82%.
On a des charges de personnel qui sont, on peut dire, pratiquement stables, parce qu'elles sont à 0, elles augmentent de 0,52%, donc c'est ce qui est plus que correct pour une collectivité. Les atténuations de produits sont en base de 29%, ainsi que les charges financières qui sont en baisse entre 2018 et 2020. Pour 2021, donc, les charges seront en augmentation du fait de plusieurs éléments. Donc, on a décidé de créer une provision pour intégrer le compte épargne-temps, donc à hauteur de 100 000 €. Aujourd'hui, ça représente les comptes épargne-temps de nos agents représentent ce montant-là, donc ça permettra d'avoir cette somme en provision, et également une provision pour les créances douteuses. Donc là, sur les créances douteuses, on est simplement sur les impayés de cantines scolaires qui sont antérieurs à 2020. Et donc, ça se monte à peu près à 68 000 € de créances sur la restauration collective. On intègre dans le budget 2021 les charges de fonctionnement de la Halle des Sports pour un montant complet de 138 000 €. Dans les 138 000 € sont compris la charge de personnel. Donc c'est vraiment le coût complet de la Halle des Sports. C'est les montants qui avaient été vus lors de la création de la Halle des Sports. L'année 2021 nous permettra vraiment d'avoir une année complète, et encore, si on peut, ça sera plutôt sur 2022, pour voir si l'estimation qui avait été réalisée en 2019 correspond bien à la réalité. On a une hausse du reversement de fiscalité à la communauté de communes Drôme-Sud-Provence qui est à prévoir également. On est parti sur une hausse à peu près de 200 000 €, mais qui est à affiner. Donc, on aura le montant exact d'ici le vote du budget. Cette hausse de partage de fiscalité, c'est simplement pour couvrir l'augmentation du coût des déchets, qui va être assez forte cette année, et puis même dans les années à venir. Et en termes de charges salariales, donc vous voyez une augmentation de 80 000 € qui comprennent donc ce qu'on disait tout à l'heure, la partie du gardien, le poste de policier municipal, le 3e poste sur lequel on s'était engagé, et puis le maintien de salaire pour l'équivalent à peu près de 30 000 €, je crois, pour l'assurance décès accident. La commune n'était pas couverte jusqu'à présent. Sur la partie donc charge de personnel, je suis allée. On avance et puis on fera les questions après, si ça vous embête pas. Je vous propose de toutes les noter, et puis on échangera une fois qu'on aura fini l'exposé. Partie charge de personnel, donc c'est ce que je viens de vous dire. Sur la partie fiscalité, donc nos recettes de fonctionnement. Donc il y a une évolution de nos recettes entre 2018 et 2020 de l'ordre de 321 000 €. Dans ces 321 000 €, bon, c'est l'évolution des bases, mais dans ces 321 000 €, il y a quand même 116 000 € de rattrapage de fiscalité professionnelle qui a été réalisé par la trésorerie. Donc ça nous fait vraiment une augmentation nette de 200 000 € que l'on retrouvera, sur lequel on peut se baser pour les années futures. Sur les prévisions donc 2021, on reste sur des recettes qui sont anticipées de façon très stable. Les évolutions nationales des bases donc, sont à 0,2%. C'est extrêmement bas comparé à ce qu'on a pu connaître certaines années. Et puis, il y a aussi on perd légèrement dans le cadre de la compensation par rapport à la taxe d'habitation. On perd un petit montant, on perd 3 000 € parce qu'en fait la compensation se base sur 2018. Et donc toute la dynamique qu'on avait prise entre 2018 et 2020 ne sera pas compensée. Voilà sur cette partie fiscalité. Sur la partie des dotations de l'État,
La commune donc, aura une baisse de 28 000 € des dotations de l'État, même si l'enveloppe reste la même au niveau national. La commune, du fait au regard des critères et de son évolution par rapport aux autres communes en France, donc perd 24 000 €. 24 et pas 28 000, pardon. Ça. Sur la partie recettes. Donc, toujours sur les recettes de fonctionnement, mais hors fiscalité. Entre 2018 et 2020. Donc il y a effectivement des recettes qui sont rentrées, des recettes plutôt exceptionnelles. Hein. Dans les recettes exceptionnelles, on a la vente des terrains des éoliennes à plus de 1 million d'euros, 1,6 million. La trésorerie a fait énormément de régularisation sur l'année 2020 et donc on a 200 000 € d'arriérés de la CAF qui sont rentrés dans les comptes de la commune. Une régularisation aussi des loyers de la gendarmerie à hauteur de 106 000 €. C'était des loyers qui n'avaient pas été perçus jusqu'à présent. Et des régularisations sur des régies à hauteur de 51 000 €. Donc on a vraiment des sommes sur lesquelles il faudra les neutraliser pour qu'on puisse comparer ce qui est comparable, parce que toutes ces recettes qu'on vient de vous indiquer jusqu'à présent, effectivement, ça permet de remonter fortement les recettes réelles de fonctionnement pour 2020, mais on est bien sur des recettes exceptionnelles qu'on n'aura pas les prochaines années. Donc sur 2020, on est beaucoup plus prudent, parce qu'on a quand même deux éléments qui sont importants. C'est la baisse des tonnages qui vont rentrer chez CITA, donc ça nous fera certainement une baisse de 100 000 €. En tout cas, on l'a prévu comme ça sur le budget 2021. Et puis aussi la baisse des loyers d'EDF, parce que nous avons donc EDF qui avait indiqué depuis un petit moment, hein, depuis 2019, qu'il nous avait dit qu'il souhaitait diminuer son emprise au sein de la chocolaterie. Et donc à partir du 1er avril, EDF ne sera que sur un étage, donc ils diminuent à peu près de moitié leur location sur Donzère. Donc on a des bonnes pistes pour relouer ces locaux. Il y a même des entreprises qui vont venir à partir d'avril. Mais on a préféré vraiment être sur une estimation plutôt basse de recettes. Et donc on a enlevé la partie les 84 000 €, donc la partie que EDF ne nous versera pas sur cette durée entre avril et décembre 2021. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il y aura cette petite baisse de la DGF aussi à hauteur de 24 000 € que l'on a intégrée dans nos prévisions 2021. Quand on regarde un peu plus sur la partie donc, investissement et nos projets sur 2021, donc on a quand même une bonne partie. On est sur des projets qui sont à peu près un montant d'investissement à 4,3 millions d'investissement pour 2021. En sachant que sur ces 4,3 millions, on a à peu près 2 millions d'euros qui sont pour finaliser des engagements qui étaient antérieurs. Je parle principalement de l'élargissement de l'avenue Gustave Eiffel sur la zone des éoliennes, en termes de sécurité pour l'accès à nos différentes entreprises qui sont en train de s'implanter, donc c'est-à-dire principalement Intermarché. On retrouve bien sûr le projet du boulodrome qu'on est en train d'adapter en fonction de ce que l'ABF nous a indiqué, de leurs contraintes. Et puis, bien sûr, le projet qui est assez important, qui est en train de se dérouler au quartier des Chênes, et sur lequel on a encore un peu plus de 200 000 € qui seront fléchés pour cette année 2021. Et normalement une fin des travaux 2021. On l'espère. En tout cas, le timing est pour l'instant respecte les engagements sur lesquels les entreprises avaient dit jusqu'à présent. Après, on a des nouveaux projets qui sont plus ou moins important financièrement. Celui qui nous tient à cœur, bien sûr, c'est les premières dépenses qu'on va engager sur le travail, la relocalisation du centre culturel et l'agrandissement et
le positionnement du centre de loisirs. Alors on est sur une petite somme pour l'instant parce que ça correspond aux frais d'études, hein. C'est la dernière ligne que vous avez en bas du PowerPoint. Mais c'est vraiment ce qui va nous permettre de commencer à travailler de façon très effective sur ce projet qui nous tient à cœur et qui est un des projets très structurants du mandat. Voilà, donc ces 50 000 € vont nous permettre de rentrer dans ce projet de façon un peu plus concrète. Après, de façon, on peut vous indiquer donc qu'on va, comme on s'était engagé, d'avoir des rénovations énergétiques de nos bâtiments. Donc ça passe en priorité sur l'annexe de la mairie. Aujourd'hui, sur lequel on a déposé des subventions, parce qu'il y a quand même pas mal d'appels à projets qui permettront de faire diminuer le coût qui est prévu. Sur la partie de la chocolaterie aussi, il va y avoir un gros travail qui va être réalisé. Alors, on s'est focalisé aujourd'hui sur la toiture, mais une étude en complément va venir pour permettre que les travaux que l'on va faire rentrent aussi dans les normes de rénovation énergétique qui nous seront demandées en 2030. Toujours des travaux qui seront réalisés sur les voiries. Donc là, on a une enveloppe qui est assez importante aussi, 330 000 €. On s'est fléché de façon sûre sur la voirie Pierre de Coubertin, qui est au niveau devant la halle des sports. Mais on a d'autres voiries qui seront réalisées également sur cette année 2021. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'acquisition, alors potentiellement l'acquisition de garages qui sont près de la mairie. On l'a intégré dans notre budget. On verra si cela se réalise. Suite aux discussions qu'on a avec le propriétaire. La potentielle également acquisition du bâtiment du Mistral. Ça, c'est des lignes qu'on s'est mis sur ce budget 2021 sans que rien ne soit sûr, parce qu'on attend d'avoir le retour de l'étude du CAUE pour savoir si ça sera nécessaire d'acheter le Mistral ou pas. Mais on préférait se mettre ces sommes-là sur le budget 2021 en termes de transparence et de lisibilité. Et puis aussi un montant qui est aussi important, ça concerne la rénovation des sanitaires automatiques sur l'aire de Combelonge, parce qu'aujourd'hui, si on va avoir une commune qui est un peu attractive, c'est important d'avoir une entrée de ville qui permette de penser que quand on rentre à l'intérieur de cette ville, c'est tout aussi propre. Donc ça nous paraissait assez cohérent d'avoir des sanitaires qui soient à l'image de notre commune, c'est-à-dire propres. Et voilà, donc ça fait partie des projets sur lesquels on a déposé aussi des demandes de subvention, parce que ce sont des montants qui sont pas neutres non plus. Voilà globalement les projets que l'on prévoit sur cette année. Tout ça en n'ayant pas recours à l'endettement sur 2021. Aujourd'hui, on a Aujourd'hui, donc, on a une dette qui diminue quand on regarde 2020. Donc, au 1er janvier 2021, on était à 4 millions d'encours de dette, en sachant que ça ne comprend pas l'emprunt de 1,5 million, parce que l'emprunt de 1,5 million, on les a reçus au mois de février. Donc, sur l'annuité, aujourd'hui, on a des emprunts qui sont à 679 € par habitant, quand on n'intègre pas l'emprunt de 1,5 million qu'on a souscrit fin d'année. Et une fois qu'on intègre cet emprunt-là, on sera à la moyenne nationale, c'est-à-dire à peu près à 880 € d'emprunt par habitant. Donc on reste tout à fait sur une situation qu'on maintient pour cette année 2021. Voilà, dans les axes, bien sûr, qui sont forts, et on regarde la situation actuelle économique, et puis personnelle de nos administrés. Il n'y aura aucune augmentation des impôts communaux sur l'année 2021, comme on s'était engagé. Et puis, quand on voit la crise économique qui va arriver, ça nous paraît tout à fait cohérent, en sachant qu'en plus, il risque d'avoir des contraintes fiscales dans d'autres instances. Donc, sur Donzer, on ne touchera pas les impôts, les taux resteront ceux de 2020. Voilà globalement. Est-ce que vous avez des questions? J'ouvre le débat par rapport aux éléments qu'on vient de vous présenter.
Oui, bonjour, désolé pour mon retard tout d'abord. Page 12 du document, la partie dotation, subvention, participation. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous détailler qu'est-ce qu'il y a dans les dotations, subventions ou participations? Il y avait 1 million et quelques là, pour 2020, ça comprend quoi, s'il vous plaît? Alors, c'est principalement la CAF, les 200 000 de CAF en plus, et la DGF, hein, c'est ça. Hein. On est principalement sur ces éléments qui provoquent une augmentation des recettes. Vous n'avez pas reçu de subvention en 2020? En fonctionnement, pas plus que les autres années, sont des subventions classiques en fait, hein, style pour l'école de musique, etc. Et c'est des subventions qui sont les mêmes, pratiquement les mêmes, d'une année sur l'autre. Vous m'entendez ou pas? Ça marche ? Très bien. Même question pour autres recettes d'exploitation. Ça comprend quoi, ça, autres recettes d'exploitation? Alors, autres recettes d'exploitation, on est principalement en fait sur les recettes. Sur les recettes liées à CITA, à DAG, les cantines, voilà, tout ce qui est en lien avec le service ou l'exploitation de nos carrières, en sachant que dans les autres recettes, en 2018, on avait à l'intérieur, quand on enlève, on avait quand même 800 000 € qui étaient par rapport à des sessions d'aménagement sur la zone des éoliennes. 2019, on avait les 400 000 € de carrière aussi qui gonflent en fait ces recettes et qui sont des recettes qu'on pourrait dire même exceptionnelles en fait. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des deltas entre les années parce que sur 2019, pour regarder en fait et pouvoir comparer, il faudrait qu'on enlève les 400 000 € de la carrière qui avait été intégrée sur cette ligne-là. D'accord. Et le déficit qu'il y avait, je crois que vous aviez dit, suite à l'audit, qu'il y avait un déficit de 900 000 €, c'est ça? En fait, c'était quoi? C'était le déficit, il était en recette de fonctionnement ou il était ailleurs? Le déficit, il était globalement sur tout le budget. Une fois qu'on reprend, qu'on prend notre fonctionnement, qu'on regarde notre investissement, tout était... voilà. Donc le déficit global du budget de 2019 était à 900 000 €. Et donc en fait, donc, tout ce qui a été rattrapé, là, que vous avez annoncé tout à l'heure, les loyers gendarmerie, etc., en fait, ça, si on les avait reçus en temps et en heure, en fait, la CAF, etc., donc le déficit aurait été peut-être moins important, non? On est quand même sur des rattrapages qui datent de plusieurs années. Donc, en fait, ça n'aurait pas été que sur l'année 2019. Les 200 000 € qu'on a eu de la CAF, par exemple, ce n'est pas 200 000 € qui correspondent à l'année 2019. C'est beaucoup plus... on est sur une période qui est plus longue. En fait, on a une nouvelle trésorière qui a repris bien plus... Voilà, des dépenses, des recettes, pardon, qui n'avaient pas été intégrées depuis de nombreuses années. Donc, on ne peut pas dire que les 200 000 € c'était là-dessus, en sachant que sur 2019... dans le budget qui avait été voté, on voyait bien déjà les équilibres qui arrivent en fin d'année aussi. Hein. Donc, il n'y avait pas non plus de grandes... C'était tout à fait perceptible, ce déficit de 900 000 € dès le budget 2019 voté. Ensuite, pages 20 et 21, s'il vous plaît. Alors, j'y vais en même temps. Oui, donc page 20 et 21, il est précisé la capacité de désendettement constitue le rapport entre l'encours de la dette de la collectivité et son épargne brute. Elle représente le nombre d'années que mettrait la collectivité. J'explique juste pour le public parce que du coup, à moins que vous l'ayez mis. Donc, elle représente le nombre d'années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette si elle consacrait l'intégralité de son épargne. Ouais, si vous pouvez afficher la page, c'est juste pour le public, pour qu'il puisse voir.
Celle-ci, on ne l'aura pas, parce qu'on n'est pas parti sur les mêmes données. En fait, quand on parle d'endettement, on a deux éléments. Soit on parle effectivement de capacité de désendettement, comme il y a dans le rapport qu'on nous a fourni papier, soit on parle en termes d'emprunt par habitant. Alors, on est exactement sur les mêmes chiffres qui nous permettent de faire ces rapports-là, et on n'a pas la slide sur l'emprunt, sur la capacité de désendettement, on n'a que sur l'emprunt à l'habitant. Donc, je continue. Donc, il y est écrit, donc ça représente la capacité de désendettement, ça représente le nombre d'années que mettrait la collectivité à rembourser sa dette si elle consacrait l'intégralité de son épargne à rembourser la dette. Donc, il y a un seuil d'alerte qui est fixé à 12 ans et la moyenne nationale, c'est 9 ans. Et la capacité de désendettement de Donzère était de 2,66 ans en 2019 et elle a baissé à 2 en 2020. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, parce que si la commune était vraiment en déficit, l'endettement, il n'aurait pas baissé en 2020 pour descendre à 2. C'est ça que je comprends. Parce que l'audit, bon, vous savez qu'on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Mais... Ouais, alors c'est lié essentiellement aux recettes exceptionnelles qui sont tombées cette année-là. Hein. Oui. C'est simplement par rapport à ça. Donc, tant mieux pour la commune. Hein. Comment ? Tant mieux pour la commune. Ah, mais la commune est dans une situation sur laquelle il faut qu'elle fasse très attention. Il y avait eu une volonté de ne pas trop endetter la commune dans les années 2015, 16, 17. Et au regard des investissements qui sont portés, c'est de bonne gestion de prendre un emprunt quand on est sur de la construction de bâtiments ou de réseaux qui sont là pour durer pendant des années. Donc, le déficit qui était constaté en 2019, sur l'année 2019, et le prêt qui a été réalisé était bien pour couvrir les investissements qui ont été réalisés entre 2018 et 2019 et pour être à l'équilibre. Et ça, c'était quelque chose qui était intégré dans le budget 2019. Donc, on est sur... Sauf que ça n'a pas été réalisé en 2019. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on régularise ces éléments-là pour que la gestion, pour que la situation sanitaire de la commune ne se détériore pas. En sachant qu'on va arriver sur une période, et puis ça on le voit pour toutes les communes, pour tous les budgets qui sont en train d'être votés, qui va être très délicate, parce que l'impact de la crise sanitaire, on ne va pas la sentir ni en 2020 ni en 2022, je pense. On va vraiment la sentir à partir de 2023 sur nos recettes économiques. Hein. Donc il faut quand même qu'on fasse attention à ce qui va... à nos dépenses de tous les jours. Après, on est tout à fait conscient que la conjoncture économique est compliquée et que ça va sûrement se dégrader, comme vous dites, dans les mois à venir. Je continue la page 21. En fait, vous précisez que l'épargne brute en 2020 était de 2 238 000 € et une épargne nette de 1 900 000 €. En fait, ce que je voudrais que vous m'expliquiez, parce que bon, moi je ne suis pas un grand amateur de chiffres, mais comment on peut épargner quand on est en déficit, en fait? C'est par rapport aux années précédentes. Oui. Oui, mais il parle de l'état. Oui, oui. Alors, le déficit venait bien de l'investissement. Donc, heureusement que sur le fonctionnement, on arrive à dégager des marges de manœuvre. Tout à l'heure, vous m'avez demandé d'où venait le déficit de 2019. Le déficit vient bien de l'investissement et des investissements qui sont beaucoup trop lourds à porter et qui ont été engagés. Donc, heureusement qu'on a un fonctionnement qui dégage un petit peu d'épargne et qui permette justement de rebasculer un petit peu en investissement. Le problème, c'est que ce qui est basculé en investissement en 2019 ne permettait pas de couvrir la totalité des dépenses d'investissement qui étaient prévues. D'où le prêt qui avait été inscrit en 2019 par la majorité actuelle et qui n'a pas été souscrit en fin d'année 2019. D'où le déficit et d'où l'intérêt pour nous, dans l'obligation de prendre cet emprunt qui aurait dû être pris en 2019. D'accord, bon.
J'ai du mal à comprendre, parce qu'un ménage qui est en déficit, il ne peut pas épargner. Donc là, c'est vrai vous avez épargné, enfin on a épargné, puisque c'est dans les années... enfin, en 2018, il y avait un peu plus de 3 millions d'épargnés, 1,7 million, presque 1,8 million en 2019, 2,2 millions en 2020. Donc tout à l'heure, on m'avait dit qu'en fait, le déficit que l'audit avait fait ressortir, en fait, c'était un déficit global. Et là, vous me dites que en fait, là, cette épargne-là, elle a permis de couvrir une partie du déficit. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Alors qu'il y a eu un déficit, sûrement, parce que je pense que vous n'avez pas fait un prêt pour votre bon plaisir. Mais c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre pourquoi d'un côté on arrive à épargner et de l'autre côté on est obligé de faire un prêt. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Heureusement qu'on a cette épargne de fonctionnement qui permet de financer une partie de nos dépenses d'investissement, parce que sinon il aurait fallu emprunter encore plus fortement. Je vous rappelle juste que par rapport aux dépenses d'investissement qui étaient prévues depuis 2019, l'épargne qui est ici, elle est pas suffisante, parce qu'il a fallu qu'on emprunte, et qu'aujourd'hui on se retrouve sur un budget de 2021, on a encore la moitié du budget qui est sur des dépenses qui ont été prévues à partir de 2019. Donc, s'il n'y a pas un minimum d'épargne sur la partie de fonctionnement, notre capacité d'investissement, elle est carrément à zéro. Mais si on n'avait pas pris cet emprunt, on ne peut pas avoir nos 2 millions d'emprunts pour finaliser les investissements qui avaient été engagés par l'ancienne municipalité. Ouais, après, c'est tout à fait logique que l'investissement qui a été fait les années avant... Vous êtes mieux placé que moi pour en parler, puisque vous en faisiez partie. Forcément, quand on a des investissements comme les chaînes ou la halle des sports, forcément on l'étale sur plusieurs années, comme vous ferez sûrement peut-être, j'espère, dans 2 ans, 3 ans, vous allez faire des dépenses qui vont s'étaler sur plusieurs années également. Donc c'est tout à fait logique. Mais bon, ce que je voulais faire remarquer, c'est que quand même, vous avez, puisque vous en faisiez partie, vous avez quand même géré quand même assez sainement aussi les finances, puisque vous avez réussi à épargner sur les budgets d'investissement et de fonctionnement. Oui et non, parce que quand on voit en fait les recettes qu'on a permis, que les différentes ventes nous ont permis, et les dépenses d'investissement en face qui ont été engagées, et les dépenses qu'on est encore obligé de réaliser sur des structures dont on aurait pu ne pas engager. Je parle principalement de la zone des éoliennes et de la halle des sports, parce qu'il faut quand même se rappeler que la halle des sports a été... il y a eu la décision de faire la halle des sports quand il y a eu la vente des éoliennes. Donc ça, c'est sûr que l'historique, vous ne l'avez pas, mais vous avez quand même des personnes autour de vous qui l'ont, l'historique de ces éléments-là. S'il n'y avait pas eu la vente des éoliennes, la halle des sports ne se faisait pas, dont acte. Le problème, c'est que la vente des éoliennes, on a encore des dépenses dessus à réaliser pour qu'elles soient sécurisées. Et je ne suis pas sûre qu'on ait fini même à investir encore sur cette zone pour qu'elle soit complètement sécurisée au vu du trafic qui va y avoir. Donc si c'était si bien et que l'équilibre avait été si bien monté, on ne se retrouverait pas avec une nécessité d'emprunt à réaliser, même si on est sur des équipements effectivement qui sont structurants et où l'emprunt est nécessaire. C'est pas sur l'emprunt où c'est problématique, c'est plus le fait d'avoir pris des recettes, d'avoir pris en fait les bijoux de famille et de tout avoir mis cet argent-là dans un équipement et qu'on n'aura peut-être pas la capacité financière de l'assumer tout le long, parce que, je le redisais tout à l'heure, j'ai bien voulu qu'on mette les 138 000 € de dépenses de fonctionnement de la halle des sports. C'est des dépenses qu'on va regarder quand même finement, parce que, alors, 2021, mine de rien, on ne pourra pas s'appuyer sur cette année-là parce qu'elle est complètement faussée au vu de l'activité qu'il y a dans la halle des sports. J'espère qu'on soit dans les 140 000 € qui avaient été prévus. Parce que sinon, ça commence à faire des montants qui sont importants en termes de fonctionnement. Et sur le fonctionnement, on sait très bien qu'on va être très contraint. Voilà. La halle des sports,
quand vous en avez discuté, je pense, il y a peut-être, je sais pas, 4 ans, 5 ans, ça a été mis sur la table au départ. On savait très bien qu'une structure, enfin, j'imagine que vous saviez très bien à l'époque qu'une structure comme la Halle des Sports allait demander un budget de fonctionnement. Donc si je comprends bien, donc il y a eu des dépassements. Je ne sais pas, moi j'étais pas là quand il y a eu des dépassements. Non, mais... C'est pas moi qui portais le projet de la Halle des Sports. Hein. Donc vous savez comment ça fonctionne aussi dans un conseil municipal. Il y a des adjoints en charge du sport. Et donc, pour le coup, je n'étais pas adjointe en charge du sport. Et pour rappel, la Halle des Sports donc, a été construite à partir de 2019. Je n'étais pas adjointe non plus aux finances. Hein, j'étais adjointe aux affaires sociales. Et donc, les engagements sur la Halle des Sports et les évolutions de coûts, etc., de la Halle des Sports ont quand même été plutôt sur l'année 2019 et fin d'année 2019. Ah, mais donc, ce que je veux dire, c'est que quand on a un projet de Halle des Sports, entre adjoints, ou avec l'équipe, la majorité, on se réunit, on dit voilà, on a ce projet, ça va nous coûter tant, tous les ans. Donc là, je pense que quand dans les réunions d'adjoints, vous devez y être. Enfin, quand je dis vous, c'est pas vous, je parle de l'équipe hein, dont vous faisiez partie, mais il n'y avait pas que vous. Hein. Mais je veux dire, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce qu'à l'époque, tout le monde était d'accord? Ou est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des voix dissonantes qui disaient attention, ça va nous coûter cher, etc. pour notre commune? C'est bon. Alors, vous allez me dire, c'est pas la peine de refaire la guerre. Maintenant, elle est là, on l'a à la Halle des Sports. C'est bien. Mais voilà. Après... Je crois qu'un de vos adjoints a suivi ce dossier, donc peut-être qu'il pourrait nous éclairer. Tu veux donner 2 explications parce que, en fait, alors ça surprend un petit peu même dans notre fonctionnement, nous, interne, pour les adjoints qui ont connu le fonctionnement d'avant et le fonctionnement de maintenant. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais ça peut surprendre parce que, et ça peut-être que vous l'auriez vu, et vos élus l'auriez vu si vous aviez été justement aux manettes, mais il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels on n'était pas spécialement associés dès lors que ça ne faisait pas partie de nos délégations. Et beaucoup de dossiers sur lesquels on nous mettait bien de côté. Mais ça, vous avez une personne qui est à côté de vous qui pourrait vous dire la stricte vérité par rapport à ce point-là. Par contre, sur les éléments plus précis de la Halle des Sports, je vais laisser donc Alain Di Paola parce qu'il a eu le plaisir de pouvoir le suivre, en tout cas au début. Donc, il a quand même plus d'éléments sur comment les choses se sont passées à l'époque. Oui, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que, contrairement à ce que vous étiez en train de dire, Monsieur Scotto, au niveau de la Halle des Sports, j'ai été pratiquement le seul à dire que ça allait coûter cher et que c'était un projet qui, au niveau du fonctionnement, allait nous coûter très cher. Mais je n'étais que délégué en charge de suivre les travaux. Et on ne m'a pas écouté. On ne m'a pas écouté. Au contraire, on a voulu faire grand, on a voulu faire grandiose. Le résultat est là, le résultat est beau, c'est magnifique, mais ça va nous coûter cher. Ça nous coûte cher au niveau de l'argent qui aura été investi dans cette Halle des Sports. Ça va nous coûter cher au niveau des frais de fonctionnement de la Halle des Sports. Et ça nous a coûté cher aussi au moment où, moi ayant démissionné, on a commencé à avoir des soucis avec le charpentier Liftim, qui a commencé à demander des rallonges parce que les choses n'avaient pas été faites correctement par la maîtrise d'œuvre. Et on a eu des problèmes aussi parce que l'équipe qui était en place et qui m'a remplacé au niveau du suivi de la Halle des Sports a décidé de faire un arrêt-bus, de refaire la voirie qui était prévue, etc., etc. Tout ça, c'est venu en plus des sommes qui étaient prévues au départ et qui se sont vues augmenter et qui continuent à augmenter maintenant parce que d'un côté, on voulait faire des économies, on est passé de 9 sondes à 6. De l'autre côté, en passant à 6 sondes, on a été obligé, 6 sondes géothermiques, on a été obligé de faire un complément avec du gaz, donc des charges en plus. Et maintenant, en ayant économisé le drainage du bassin de rétention des eaux pluviales,
eh ben, on a été obligé d'approfondir, ce qui fait que plus de déblaiement, et maintenant, il va falloir clôturer ce bassin qui devait être à l'époque une plaine de jeu, et maintenant, il va falloir le clôturer parce que ça devient dangereux pour les enfants qui passent. Donc, ma conclusion, c'est, les gens, comme dit Marie Fernandez, les gens qui sont autour de vous pourront vous le dire, la parole, elle ne se débattait pas entre les adjoints ou même les délégués ou quoi que ce soit. La parole, elle appartenait au maire et aux gens qui étaient le plus proches de lui. Voilà. Donc je suis heureux de l'apprendre, c'est pour ça que j'ai posé la question. Je n'ai jamais dit à M. Di Paola que vous étiez d'accord. J'ai posé la question, je voudrais bien savoir comment ça s'est passé. Après, vous avez, vous meniez la liste qui était dans la continuité de la majorité, c'est ce que vous avez dit tout le long de la campagne, c'est ce que vous disiez au premier conseil municipal et ainsi de suite. Je pense que vous avez toutes les réponses par les personnes qui sont autour de vous. Alors nous, il n'y a aucun souci pour vous dire de façon très transparente ce qu'on pensait à l'époque, mais on ne va pas refaire le jeu du passé. Là, nous, on est sur les orientations 2021 et ce que l'on veut construire pour Nonzère. Donc, fiez-vous à ce que vos collègues peuvent vous expliquer de la situation antérieure. Nous, on avance pour l'avenir. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, moi c'est sur la diapo que vous avez présentée au tout début, la diapo 1. Si on peut revenir, s'il vous plaît. Ça arrive, hein? Ça fonctionne, mais c'est long. Attends, on est loin. C'est celle-ci? Non, juste après. Alors, c'est par rapport à la commune? Celle où on parle de tout ce qui est charges salariales. Ah, donc c'est la deuxième, ok, c'est celle-ci. Hein. C'est ça? C'est ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de hausse de charges salariales sur les 80 000 euros. Vous parlez de la Halle des Sports et vous reparlez des charges salariales sur les 135 000 euros. Je ne pense pas qu'on a engagé 2 gardiens. Non, en fait, on a fait un focus de façon globale sur le budget, les dépenses de fonctionnement au global. On est sur 138 000 euros avec le gardien. Et après, on fait un focus sur la partie RH, où là, donc, ça s'additionne pas, hein, les deux. Hein. On n'a bien qu'un gardien. Et donc, on est sur des dépenses de... On est bien d'accord, les plus 80 000 euros, c'est une augmentation de la masse salariale sans le gardien. Alors, les plus 80 000 euros, pour être exact, parce qu'en plus, j'ai passé rapidement, les plus 80 000 euros, on a bien la création du gardien de la Halle des Sports, la création du poste de policier municipal et l'assurance statutaire pour le personnel. Et le coût global de la Halle des Sports, c'est 38 000 euros avec le gardien. En fait, il ne faut pas additionner les deux sommes. D'accord, ça veut dire... Donc ça veut dire, en sans gros, gardien, si on veut quoi? dire, ça fait à peu près, on enlève à peu près 35 000 euros avec les charges. Donc ça nous fait 100 000 euros. De fonctionnement. 105 000 euros. Ok, c'est ce qu'on avait budgétisé, c'est 140. Oui, 140 avec le gardien. C'était 140 avec le gardien qui avait été prévu. Donc 138, 140, c'est pareil. Le but, c'était de mutualiser avec les salariés déjà au service technique. Non, Mounir. Si. Il y avait toujours dit qu'on aurait un gardien pour la Halle des Sports. Non, il y a même des gens qui ont postulé en interne qui n'ont pas été retenus. Ah, mais bien sûr qu'il y a des gens qui ont postulé. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui ont postulé, mais les personnes qui ont postulé, il aurait bien fallu les remplacer parce qu'aujourd'hui, elles ne font pas rien et que leur mission aurait dû être faite par quelqu'un d'autre. Donc, à la fin, ça revient au même en termes financiers. Qu'on recrute en interne sur le poste du gardien, il aurait fallu qu'on recrute sur le poste de la personne. Ah ben alors, on ne va pas dire qui avait postulé, mais la personne, vous croyez qu'elle ne fait rien? Vous croyez que son poste, il aurait été... voilà, non. Ça a toujours été prévu que ça soit une création de poste. Ça, c'est clair et net. Hein. Et même dans les estimatifs, c'était indiqué. Donc, sur les dépenses d'équipement, la page 24,
Donc pour la salle Mistral, en fait, j'ai bien compris, parce que vous l'avez précisé tout à l'heure, parce que je pensais que c'était fait, c'est pour ça quand j'ai vu la... donc d'après l'étude qui va être faite, si effectivement l'organisme dit qu'il faut l'acheter, donc vous l'achèterez. Donc vous arriverez à débloquer l'achat, j'espère, puisque vous savez que c'était bloqué, ils ne voulaient plus vendre aux dernières nouvelles. Mais je pense que vous êtes tout à fait au courant. Ensuite, il y a des 150 000 €, mais après, il y a un budget démolition. Peut-être que vous ne l'avez pas budgété, ça. On est sur une première estimation, parce que imaginons que l'acquisition se fasse, de toute façon, ça sera plutôt en fin d'année. Donc après, ça, c'est des dépenses qu'on mettra plutôt sur 2022. Les autres dépenses qui pourraient venir sur le bâtiment du Mistral en tant que tel. On fait vraiment les choses au fur et à mesure. Peut-être qu'on se rendra compte que l'étude nous dit que juste avec l'emplacement dont la commune est propriétaire aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller sur le Mistral. Et donc ces 150 000 €, on ne les dépensera pas pour acheter le Mistral. Voilà. Donc, parce qu'il y a un chantier de désamiantage, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Du coup, la démolition sera un petit peu plus coûteuse, peut-être plus coûteuse que le prix d'achat, du coup. Alors ça, c'est votre analyse à vous. Hein. Enfin, oui, moi, je sais qu'un chantier amiante, ça coûte un peu cher. On l'a vu pour la salle polyvalente, donc on arrive à avoir des estimations par rapport à ça, mais... D'accord. Vous avez une date pour le début des travaux du boulodrome ou pas, non? On a calé, donc c'est en cours de calage, une date avec les pétanqueurs pour travailler avec eux sur les possibilités d'adapter le boulodrome par rapport aux problématiques que l'ABF nous ont fait remonter, le fait que ça a complètement stoppé. Donc c'est sur 2021 où ça sera engagé, ça c'est sûr, hein, on l'a remis, donc ça fait partie des objectifs de la municipalité. Et dans les 2 semaines qui arrivent, une rencontre est prévue avec l'association. On pourra avoir, mais je vous le demanderai par écrit, mais les échanges avec l'ABF. C'est possible. Oui, si vous voulez. En plus, les pétanqueurs étaient là quand il y avait l'ABF, donc il n'y a pas de... les jardins familiaux à 50 000 €, vous pouvez nous préciser? Alors, je ne sais pas si vous... je crois que c'est dans l'ordre du jour aussi, un petit peu plus loin, après, dans l'ordre du conseil municipal, mais les 50 000 €, vous pouvez nous préciser ce que vous souhaitez faire, à quel endroit, sous quelle forme, pour qui? Aujourd'hui, on est essentiellement sur une première vague de jardin qui sera au niveau de la Cité des Chênes. Donc le projet est en train de se finaliser et de se préciser, je dirais. On est en train de définir le nombre de parcelles. Ça n'a pas été encore bien acté. En fait, c'est vrai que tout dépend des subventions qu'on va recevoir. Ça va permettre aussi de calibrer plus ou moins les jardins familiaux. Donc si on arrive à percevoir les subventions escomptées, on va pouvoir faire des jardins familiaux un peu plus conséquents, avec une offre de services entre guillemets un peu plus intéressante. Voilà. Donc on attend les retours des subventions pour bien cadrer les travaux qu'on va réaliser sur ces jardins. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une deuxième phase, alors qui ne sera pas cette année, hein, mais à d'autres endroits de la commune, comme on s'était engagé pendant la campagne. Et c'est positionné à quel endroit, la Cité des Chênes? Vous avez le lieu ou... Oui, c'est au niveau de la maison de la chasse. D'accord. Il faut bien qu'on l'utilise maintenant, ce terrain. Page 25, c'était en bleu dans les recettes. C'est juste après les investissements. Donc, vous pouvez nous expliquer la subvention d'investissement? Elle était de 1 886 000. Elle est de 1 886 000 contre 2 millions. 2 millions, alors que je revienne dessus. On passe de 2 millions, Ouais. à 246 000. Voilà. On passe de 1,8 million à 246 000 €. Voilà, c'est ça. Oui, alors on passe de 1,8 million jusqu'à 246 000 parce qu'aujourd'hui, on n'a mis que les recettes qui sont certaines. Donc, c'est-à-dire toutes les demandes de subvention, par exemple, que vous avez vues dans les décisions que l'on a prises, hein, qui est joint au Conseil, on n'a pas du tout intégré ces montants-là. Là, c'est vraiment des subventions sur lesquelles on a eu un retour avec une validation de l'État, et je ne sais plus quel autre partenaire il y a, ou
nous disent c'est bon, vous avez ce montant-là. On préfère être hyper prudent sur la partie recettes, plutôt que d'imaginer qu'on va en avoir beaucoup et qu'après on se retrouve en déséquilibre sur le compte administratif 2021. 1,8 million, il y avait quoi? L'État, la région, le département? Oui, État, région, département. Autres ressources, qu'est-ce que vous appelez autres ressources? Parce que là, du coup, vous êtes optimiste par rapport à ce que vous venez de me dire, parce qu'on avait 100 000 et vous passez à 600 000. Ah oui, c'est la taxe d'aménagement d'Intermarché, d'ITM. D'accord. Et opérations d'ordre? Les opérations d'ordre, vous savez, c'est tout ce qui est lié en fait, à l'amortissement. Donc ça, c'est des opérations qui sont, je dirais, neutres entre ce qu'on trouve sur les différentes sections. C'est par rapport à tous les investissements qui ont été faits les années précédentes. Et autofinancement, donc il y avait 5 millions en 2020 et là on est à 2 millions. C'est quoi autofinancement? C'est ce qu'on prélève sur la section de fonctionnement, pardon. Et donc en 2020, il y a les 1,7 millions de la zone qui augmente fortement ce montant-là. Et oui, et en raison du déficit de 2019, en fait, on avait été obligé de tout basculer, tout notre autofinancement sur 2020. Voilà, c'est ce qui. Alors, c'est vraiment des opérations comptables là-dessus, mais. Ouais. Ça, c'est la fameuse opération que vous avez décidé, je crois, au budget l'année dernière, ces fameux 5 millions là qui avaient été déplacés, en fait. Oui, au moment, en fait, c'est quand on fait l'affectation du résultat de 2019 à 2020, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Parce que quand on regarde, on était à moins 3,4 millions sans les reports et moins 3,740 millions sur le résultat N-1. Donc tout a été basculé pour 2020. Sur 2020, pardon. Et les résultats N-1, en fait, pouvez-vous nous expliquer comment vous trouvez les sommes? Parce que Alors, je vais laisser Dominique répondre, il saura vous dire plus techniquement que moi. Oui, alors en fait, donc là on est bien sur la section d'investissement. Donc de manière générale, sauf exception, on a une section d'investissement qui est toujours en déficit puisqu'elle est effectivement, les investissements sont payés par un prélèvement sur la section de fonctionnement. Donc ce qui explique qu'on est sur des résultats négatifs. Et donc les résultats négatifs, c'est les dépenses réelles réalisées moins les recettes d'investissement, donc subventions, FCTVA, sans la partie prélèvement sur la section de fonctionnement qui vient se constater après. Donc c'est pour ça que le résultat, on est de manière générale négative, et d'autant plus sur des résultats négatifs d'autant plus importants que les montants de travaux sont importants. Mais c'est dans la normalité d'être en résultat négatif ou pas? Oui, en investissement, oui. Oui, je dirais ça arrive quelquefois qu'on soit en positif si on a eu beaucoup plus de subventions qui étaient prévues au budget initial, par exemple. Quelquefois, ça peut justifier qu'on soit en positif, mais de manière générale, toutes les collectivités financent leurs investissements par un prélèvement sur la section de fonctionnement. Et celui-là, il est constaté après le compte administratif, c'est-à-dire que autant dans le budget primitif, on le prévoit, comme là, c'est marqué l'autofinancement, il y a 2 millions d'euros qui seront prélevés sur la section de fonctionnement pour venir équilibrer la section d'investissement. Mais si tout était réalisé à l'euro près, vous auriez un déficit d'investissement 2021 de 2 millions d'euros qui serait couvert par le prélèvement sur la section de fonctionnement. Là, en fait, on n'est pas dans le budget primitif. Pour le moment, on est dans le DOB. Très bien, merci. Pour les ratios de la collectivité, j'en terminerai par là. Donc les ratios que vous présentez, ils sont pas bons puisque vous l'avez pas là. Partie 5, c'est page 26. En fait, il y a écrit un article et 11 ratios synthétiques que doivent présenter les communes de plus de 3500 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire. Le tableau ci-dessous présente l'évolution de ces 11 ratios de 2016 à 2019.
alors que dans le tableau, c'est de 2018 à 2021. Donc, Ah, oui, donc c'est pas le tableau qui est pas bon, c'est en fait la petite phrase qui est juste au-dessus où on n'est pas sur les mêmes dates sur lesquelles on a comparé tout le long du rapport d'orientation. Donc effectivement, on corrigera cette coquille, mais le tableau est pas... D'accord. Pour la dette par habitant, donc si j'ai bien compris, elle va remonter suite à l'emprunt. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle avait baissé du coup en 2020, puisqu'on est pareil, qu'on était en déficit. Donc, alors ça n'a rien à voir, hein, le déficit et puis le ratio d'endettement, c'est complètement différent. Là, on prend juste l'encours de la dette qu'on met par rapport aux habitants. Et comme l'encours de la dette, il n'y a pas eu de dette qui a été prise en 2019 ou 20, en tout cas sur 2019, c'est pour ça que ça baisse, parce que les annuités baissent, comme vous continuez à payer vos emprunts. Donc c'est tout simple. Il n'y a rien à voir entre la dette et l'autre terme que vous utilisez depuis tout à l'heure, hein. Et le déficit de la collectivité. C'est deux choses différentes. Quand on est en déficit, on a une dette. Non, quand on a une dette, c'est comme quand par exemple, on achète sa maison, on va prendre un emprunt. Mais par contre, vous pouvez tous les mois, vous avez votre annuité qui va être prélevée. Mais si vous dépensez plus tous les mois dans des charges diverses, vous êtes en déficit. Voilà. C'est pas que en fait votre endettement est mauvais, c'est que votre train de vie est mauvais. Et donc du coup, le prêt que vous avez fait, est-ce qu'il va apparaître dans le budget 2021 ou oui. Il ne va pas apparaître? Alors, il apparaîtra dans le compte administratif 2021, parce qu'il a été fait sur le budget 2020. Par contre, il va apparaître sur le budget 2020. Il est dans les reports de 2020. Oui. 2020 ou 2021 du coup? 2020, parce qu'on a souscrit le prêt en 2020, mais on a débloqué les fonds en février 2021. Je crois que ça nous a été versé. D'accord. Très bien. Donc, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon pour le doc. Merci. C'est tout bon. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions sur... Oui. Alors, pour l'instant, ça c'est vraiment une opération qui est provisoire, sur lequel en fait le propriétaire est venu nous interpeller parce qu'il souhaitait vendre individuellement tous les garages. Donc, la vocation première, c'est que ça reste pour l'instant des garages et potentiellement qu'on puisse après définir un projet sur lequel on pourrait peut-être le remettre à la vente, ce bien-là, mais avec un projet qu'on aura défini nous, c'est-à-dire plutôt accessible aux personnes âgées, à mobilité réduite, etc., dans le centre-ville. Et donc, on choisirait le porteur de projet en fonction de l'adéquation de leur projet à notre souhait, à nos besoins sur Donzère. Mais dans un premier temps, c'est vraiment pour que ça reste en garage. On est plutôt sur du moyen terme là-dessus. Oui. Je vais rebondir là-dessus. Moyen terme, ok, mais par contre, tous les gens qui ont des garages, parce qu'ils ont des difficultés à se garer dans la Grande Rue, au Champ de Mars, ça veut dire en moyen terme, ils vont aller où? C'est pour ça que je vous dis, en fait, on est sur du moyen terme. Pour l'instant, il n'y a rien de ficelé. C'est des choses qu'on verra avec chaque personne individuellement à ce moment-là. Et puis, dans le projet, tout peut être imaginable. Donc, on est au tout début. On ne sait même pas si on va l'acheter, en fait. Hein, si le propriétaire va être d'accord de nous le vendre. Dans les discussions, on est... Si vous l'achetez, vous engagez quand même à trouver une solution pour tous les gens qui ont un garage là-bas? Mais si on l'achète, on prendra contact avec chaque personne et on verra avec eux individuellement. On ne s'engage à rien quand on n'est même pas sûr de l'acheter aujourd'hui. Donc on n'est pas du style à mettre les gens à la porte. Ouais, mais c'est... Voilà, merci. Mais je vous alerte quand même. Heureusement. Pour ça. Ah oui, c'est lanceur d'alerte. Est-ce que vous avez d'autres questions sur
Non. Donc je vous invite à prendre acte, parce qu'on ne vote pas les orientations budgétaires 2021, et on vous proposera au prochain conseil de voter le budget 2021, qui reprendra en fait ces orientations que l'on a échangé, sur lesquelles on a échangé aujourd'hui. Alors, point numéro 2, Malika, pour la création d'un emploi non permanent de chargé de mission emploi-économie, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. T'as pas de micro? Ah, c'est bon. C'est bon? Une fois. Vas-y. Encore. On m'entend? Oui. Alors, la délibération numéro 2 concerne la création d'un emploi non permanent d'un chargé de mission emploi-économie. Alors, au vu du taux de chômage qui sévit sur la commune de Donzère, donc à raison de 16,8% de demandeurs d'emploi compte tenu des dernières statistiques, que le taux du département en termes de chômage s'élève à 13% et 10,9% au niveau national. Ces données restent bien sûr des informations statistiques qui, je le crains, sont appelées à évoluer à la hausse compte tenu de la situation sanitaire qui a des effets malheureusement délétères sur la situation économique de la France, et notre région comme notre commune risque d'être fortement touchée par cette situation. Or, il est bon de rappeler que la problématique du chômage à Donzère ne date pas de la crise sanitaire, puisqu'à cette même période, il y a un an, on annonçait un taux de chômage de 17%. Donc, c'est un vrai problème structurel dans la situation de la population active de Donzère, pour lequel il est bon de proposer des solutions. Et nous nous étions engagés lors de la campagne électorale dernière, au même titre que nous l'avons inscrit dans le programme, que nous allions lutter contre cette problématique qu'est le chômage à Donzère. Et pour cela, nous envisageons la création d'une cellule emploi et économie. La création de cette cellule emploi-économie suppose le recrutement d'un agent chargé de la partie emploi et économie, avec pour principale mission la réintégration des demandeurs d'emploi et l'accompagnement aussi des demandeurs d'emploi dans le monde du travail au niveau local et régional. Donc le conseil municipal est appelé à décider de créer cet emploi non permanent, donc qui sera un contrat de 12 mois, à compter du 1er avril 2021, au grade de rédacteur. Donc ce poste serait intitulé « Chargé de mission emploi-économie ». Merci Malika. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Ce type d'action dans le domaine économique se porte, nous semble-t-il, sur le bassin de vie de l'intercommunalité et non de la commune. Et pourquoi ne pas se rapprocher de l'intercommunalité ou de Pierre-Latte, par exemple, qui a déjà ce même type d'action? Alors, dans un premier temps, aujourd'hui, le problème du chômage est une problématique qui ne touche pas que Donzère, mais qui affecte particulièrement Donzère. Donc l'idée, c'est de prendre à bras-le-corps cette difficulté-là pour accompagner la population qui nous a élus, d'une part. D'autre part, en effet, la CCDSP, donc la communauté de communes, gère une activité économique, mais qui aujourd'hui ne traite pas la question de l'emploi. Rien n'exclut à terme, si ce poste devait être prolongé, et que la personne qui serait sur un statut d'employé communal puisse, pourquoi pas, intégrer un statut d'agent au niveau de la communauté de communes. La question n'est absolument pas exclue, et
le problème sera résolu si un jour il existe. Merci Malika. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je rebondis juste au propos de Madame Yaoui. Elle parle des personnes qui vous ont élu et les autres, vous en faites quoi? Mais alors, vous les aidez pas? La problématique du chômage concerne pas uniquement nos électeurs, mais concerne la population active donzéroise dans son ensemble. C'est ce que vous avez dit, c'est pour ça que je me suis permis de rebondir. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas. Nous passons au vote. Qui est contre? Donc ça fait 6 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? À la majorité. Point numéro 3. Création d'un emploi non permanent d'archiviste pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Je laisse la parole à Héloïse Mansert. C'est bon. Donc effectivement, la troisième délibération, c'est pour la création d'un emploi non permanent d'archiviste pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. En effet, considérant la nécessité de remettre en ordre les archives de la commune dans les 6 prochains mois pour des missions de tri et de classement particulièrement centralisées sur les archives modernes et contemporaines, soit environ 370 mètres linéaires d'archives, c'est-à-dire plus de 4000 boîtes, réparties sur 5 sites distincts, considérant qu'il est ainsi nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à cet accroissement temporaire d'activité, puisqu'il n'existe pas d'archiviste diplômé pour pouvoir le réaliser. Le conseil municipal est invité à décider de la création, à compter du 1er avril 2021, de cet emploi non permanent pour faire face à cet accroissement temporaire d'activité, dans le grade d'assistant de conservation du patrimoine, relevant de la catégorie hiérarchique B, à temps non complet, pour exercer les missions, donc, encore une fois, de tri et de classement de ces 10 fonds. Dire aussi que cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée, au départ pour une durée de 8 mois dans un premier temps, et avec une possibilité de le pousser jusqu'à 12 mois si effectivement la personne n'avait pas le temps de réaliser cette mission-là dans le temps imparti. Dire que la rémunération aussi de cet agent sera calculée par référence au grade de recrutement sur un échelon tenant compte de son expérience, et dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget. Donc vous avez pu remarquer qu'il y a une petite coquille dans la rédaction. On n'est pas sur 6 prochains mois, on est sur 8 prochains mois parce qu'on est sur 24-35e. Merci Héloïse. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 4. Malika, renouvellement de la convention du chantier d'insertion mixte seconde œuvre et environnement de Donzère. Redonne un coup. Encore. C'est bon. Compte tenu des résultats 2020 liés aux différentes missions réalisées dans le cadre des chantiers d'insertion portés par l'organisation Ancre et favorisant l'intégration sociale, socio-professionnelle des publics éloignés de l'emploi par le biais d'entretien d'espaces verts communaux, travaux de seconde œuvre et autres, la municipalité souhaite renouveler la convention pour l'année 2021 dans les mêmes conditions. Donc le conseil municipal est invité à approuver la conclusion de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui, si, pardon. Une question. Est-ce que vous avez exigé auprès de Ancre qu'il s'engage à prioriser et même à n'avoir que des donzérois parmi ces 6 personnes? Alors, il faut savoir que nous sommes en contact, je ne dirais pas quotidien, mais pas loin, avec l'association Ancre, pour laquelle nous proposons un certain nombre de candidats compte tenu des missions qu'ils proposent. Ce qui fait que, pour vous donner une indication statistique, en 2020, l'association Ancre a embauché 11 donzérois pour des missions qui ont été réalisées essentiellement à Donzère. Aujourd'hui,
nous sommes en discussion pour inviter aussi Ancre à inciter, dans la mesure où ils assurent le transport de certains demandeurs d'emploi et de certaines personnes en travaux de réinsertion, à leur faire réaliser des missions aussi sur d'autres communes, de façon à donner la possibilité à notre population donzéroise de pouvoir exercer sur la commune, mais aussi en dehors de la commune, et développer une certaine ouverture et une possibilité d'envisager leur développement professionnel et socio-professionnel au-delà des frontières de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Actuellement, parmi ces 6 personnes, est-ce qu'elles sont toutes des donzérois? Alors, c'est 11 personnes et les 11 personnes sont donzéroises. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser combien de travailleurs en chantier de réinsertion ont retrouvé un emploi pérenne suite à avoir fait ce passage dans l'équipe? Alors, sur l'ensemble des 11 personnes qui ont été en contrat avec Ancre en 2020, il y a eu 3 sorties, on va dire, qu'il qualifie de positives, c'est-à-dire des personnes qui sont parties vers une transition professionnelle ou qui ont accédé à des formations qui leur ont permis d'obtenir des titres type CQP, certificat de qualification professionnelle, et qui leur ont permis justement d'obtenir un certain nombre de compétences dans des domaines dans lesquels ils souhaitaient être formés. Sur ces 11 personnes, donc 3 sont en sortie positive et les autres sont aujourd'hui encore en contrat, toujours sur des activités d'insertion. Merci. Avec plaisir. Pas d'autres questions? Si je suppose, sur les 3, il n'y a aucun CDI derrière. C'est-à-dire que sur les 11, il n'y a aucun qui a retrouvé un emploi permanent. Pour le moment, les personnes ont pu bénéficier d'une qualification professionnelle qui pourra leur permettre de devenir employables, et on leur souhaite d'obtenir un CDI. Ok. Il n'y a pas plus d'accompagnement jusqu'à créer des liens avec des sociétés pour derrière avoir une embauche permanente? Alors, la question, là pour le moment, la question d'Ancre, c'est d'assurer l'insertion socio-professionnelle de ces personnes. Si effectivement ces personnes se retrouvaient en situation d'être encore demandeurs d'emploi, il faut savoir que la commune aujourd'hui travaille avec différents partenaires que sont Pôle emploi, la mission locale et un tas d'autres centres de formation qui favorisent l'insertion de ces personnes. Et l'idée aujourd'hui, c'est que nous avons la liste et les coordonnées de quasiment, je ne vais pas dire de tous, mais de presque tous les demandeurs d'emploi ou de personnes en réinsertion sociale qui vivent sur la commune. Cela me permet, en tant qu'adjointe aux affaires économiques et donc à l'emploi, de pouvoir les recevoir et les accompagner aussi dans des dispositifs qui favorisent leur insertion. Après, on ne va pas non plus se cacher la vérité. Aujourd'hui, obtenir un CDI n'est pas évident. Donc l'idée, c'est de maintenir ces personnes dans l'emploi en espérant que leur employabilité soit assez développée de façon à ce qu'ils puissent assurer la pérennité de leur emploi. Et c'est tout l'intérêt de la cellule emploi, justement. Tout à fait. Voilà. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 5, Aura Roche, sur la suppression de l'affectation au CCAS d'une part du produit des concessions dans les cimetières. Ok. Donc, la délibération numéro 5, la suppression de l'affectation au CCAS d'une part du produit des concessions dans les cimetières. Vu la loi numéro 96-142 du 21 février 1996, abrogeant explicitement la disposition prévoyant la répartition du produit des concessions funéraires à hauteur d'un tiers au bénéfice du Centre communal d'action sociale CCAS, considérant que le reversement d'un tiers ou autre quote-part du produit des concessions funéraires au Centre communal d'action sociale constitue une simple faculté pour les communes. Considérant que,
à ce titre, le CCAS a perçu 267 € en 2014, 419 en 2015, 76 en 2016, 533 en 2017, 723 en 2018 et 627 € pour 2019. Considérant que la somme perçue est faible et que, indépendamment des recettes propres du CCAS insuffisantes au regard des missions qui lui sont confiées, le budget communal abonde le budget du CCAS au travers d'une subvention de 28 000 €. Considérant que la suppression de l'affectation au CCAS du tiers du produit de concession contribuera à une simplification administrative. Donc, le conseil municipal est invité à décider la suppression de l'affectation au CCAS du tiers du produit de concession dans les cimetières. Merci Aura. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 6. Alain Di Paola pour l'adhésion au service de conseil en énergie du SDED. Oui, je vais essayer de synthétiser. On y a fait allusion tout à l'heure lors de la discussion sur le DOB. La loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique vise à réduire la consommation énergétique et à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Dans le but d'aider les collectivités drômoises à mettre en œuvre leur plan d'action sur la transition énergétique, le SDED, Territoire d'énergie Drôme, engage un dispositif d'accompagnement aux investissements d'économie d'énergie dans le patrimoine du bâti public. Afin de bénéficier de l'accompagnement technique et financier, excusez-moi, est-ce que quand certaines personnes exposent les propos, qu'il y a des réponses, est-ce qu'on peut simplement écouter les personnes, parce que ce n'est pas très agréable pour les gens qui sont autour, s'il vous plaît. Ça me gêne pas, merci beaucoup. Je fais pas attention. Oui, mais ceux qui sont plus près, c'est insupportable. Merci beaucoup. Oui, je voulais rajouter qu'au niveau des bâtiments publics communaux, il y a beaucoup de choses à faire et on a déjà commencé à réaliser pas mal d'économies en faisant de l'isolation à tour de bras. Donc le SDED Territoire d'énergie engage un dispositif d'accompagnement aux investissements d'économie d'énergie dans le patrimoine bâti public. Afin de bénéficier de cet accompagnement technique et financier, la commune souhaite adhérer à ce service. Il est donc demandé, je vous passe les détails, l'adhésion c'est 50 centimes d'euros par habitant, donc 3 000 €, mais dans la balance il y a des subventions qui sont de l'ordre de 20 000 € par an, donc le bénéfice on le voit tout de suite, en plus de l'accompagnement technique. Considérant que la commune bénéficiant du dispositif d'aide financière peut confier à Territoire d'énergie Drôme la valorisation de ses travaux sous forme de CE, certificat d'économie d'énergie, et qu'après leur validation par l'État, la recette de leur vente sera reversée à la commune bénéficiaire des travaux. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le règlement d'intervention du SDED. C'est l'annexe qui est jointe à cette question qui le détaille, d'adhérer au service de conseil en énergie du SDED pour l'année en cours, donc pour un montant de 2 989,50 €, d'autoriser le maire à solliciter auprès du SDED une aide technique et financière, de céder au SDED les certificats d'économie d'énergie, c'est la contrepartie de leur aide, approuver le principe de la convention et signer cette convention. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point en particulier? Non, il n'y a pas. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point numéro 7, Karine Bello sur les travaux
de la Cité des Chênes concernant... Comment ? Oui, 7, 8, 9, 10, on peut peut-être même les passer, au moins qu'il y ait l'explication dans la globalité. Et après, on verra ensemble si on les vote tous ensemble ou si vous voulez qu'on dissocie. Karine, on te laisse expliquer ces délibérations. Donc les 4 prochaines délibérations concernent les travaux des chaînes et surtout l'effacement et la fiabilisation des réseaux électriques, mais aussi la dissimulation des réseaux téléphoniques. Donc, étant donné le montant des travaux qui restent à réaliser, on a séparé en 2 tranches, donc la tranche 3 et la tranche 4. La tranche 3 concerne la délibération numéro 7 sur l'effacement et la fiabilisation des réseaux électriques. Ça concerne l'avenue Hortensia Sud, Dahlia Sud et Bégonia Nord. Donc, la dépense envisagée prévisionnelle, c'est 135 301,39 €. La part que le SDED finance est 87 945,90 €. Reste à la commune une part de 47 355,49 €. Donc au niveau du principe de subvention, c'est la même chose. Une part est prévue est mobilisée par le SDED. Donc vous voyez pour la tranche 3, délibération numéro 7. Et pour la tranche 4, délibération numéro 9. C'est le même principe en ce qui concerne les réseaux électriques. En ce qui concerne les réseaux téléphoniques, on a aussi, pour la délibération numéro 8, la tranche 3, qui concerne le quartier des Moulinas, l'avenue des Hortensias, Dahlia et Bégonia, donc pour la tranche 3. Et pour la délibération numéro 10, qui est la tranche 4 pour les téléphonies, ça concerne Hortensia Sud, Dahlia Sud, Bégonia Nord. Donc dans le même principe, le SDED prend à sa charge une part du financement. Est-ce que c'est assez bien expliqué ? D'accord. Donc, en ce qui concerne les délibérations numéro 7, le conseil municipal est invité à approuver le projet établi par le SDED, à approuver le plan de financement, décider de financer la part communale, s'engager à ce que la commune verse sa participation des réceptions du titre de recette transmis au receveur d'énergie SDED et donner pouvoir à Madame le maire et à l'adjointe déléguée pour signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette décision et à la bonne gestion technique, administrative et comptable de ce dossier. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on balaye les 4 délibérations d'un seul bloc et aussi pour qu'on les vote ensemble ou vous préférez qu'on... Vous êtes d'accord ? Ok. On te laisse expliquer les 3 autres et on votera les 4 en même temps. Donc, si tout le monde est OK. Je l'ai un petit peu fait là, mais... Oui, mais peut-être repréciser d'accord, ok. les donc montants. pour la délibération numéro 8, c'est la téléphonie tranche 3. Donc, avenue des Hortensias, Dahlia et Bégonia. Les dépenses prévisionnelles sont 94 986,11 €. Le SDED finance 18 997,22 €. Reste à la charge de la commune 75 988,89 €. Avec les travaux de câblage, même principe, reste à la commune une participation de 4 998,29 €. Ce qui fait un montant total pour la commune de 80 987,18 €. Bon, je vais un peu vite. Donc ça, c'est pour la délibération numéro 8. La délibération numéro 9, électrification tranche 4, Dahlia Sud, Bégonia Nord, Hortensia Sud. Les dépenses prévisionnelles, 133 018,53 €. Subvention du SDED, 86 462,04 €. Reste à la commune, 46 556,49 €. Et pour la délibération numéro 10, téléphonie, donc ça concerne Hortensia Sud, Dahlia Sud et Bégonia Nord. Dépenses prévisionnelles, 36 307,80 €. Financées par le SDED, 7 261,56 €. Reste à la charge de la commune, 29 046,24 €. Et concernant les travaux de câblage, reste la part communale, 1033,29 €. Ce qui fait un montal pour la délibération numéro 10 d'une part communale de 30 079,53 €. Parfait. Est-ce que vous avez des questions sur ces 4 délibérations ? Pas de questions. Donc on procède au vote pour les 4. Vous avez le même positionnement sur les 4. Donc on soumet ces 4 délibérations. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci.
Point numéro 11. Je laisse la parole à Alain Di Paola sur la convention de projet urbain partenarial, le clos du plan. Alors, il s'agit simplement d'un avenant concernant un PUP qui a été conclu en 2019 et qui prévoyait une date butoir pour la réalisation des travaux par la commune au 21 décembre 2020 du fait de la pandémie et des conditions sanitaires. Les travaux n'ont pas pu être effectués dans les délais prévus, donc un avenant au PUP pour modifier cette date butoir. Les travaux, pour information, ont commencé le 11 mai 2020 et vont bientôt se terminer. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce PUP? Pas de questions, donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On passe à la question numéro 12 concernant la convention de projet urbain partenarial avec la SARL Batman. Alors, conclusion d'un PUP avec la SARL Batman qui concerne la réalisation d'un lotissement comportant 2 lots, chemin des Roches. Le PUP concerne le réseau d'assainissement qu'il faut amener jusqu'à ces 2 lots. Considérant que les zones urbaines à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que des équipements propres, mentionnés, etc., etc., il faut que les réseaux soient amenés jusqu'à ces parcelles, mais la complexité du réseau fait que le PUP, les frais de réalisation de ce réseau seront uniquement supportés par le lotisseur. Donc c'est un PUP qui doit se monter à 22 200 € TTC, si je ne me trompe pas, non, c'est ça. Et c'est uniquement l'aménageur qui en supportera les frais. La commune n'intervient que en maître d'œuvre et d'ouvrage. Alors, juste un petit élément qui est arrivé vendredi. Le montant du PUP va être un peu plus important parce que sur la partie des réseaux secs, pour éviter de couper certains arbres, donc le coût sur la partie réseau sec va être est plus importante. Donc ça sera un PUP qui sera 31 818,40 €. Toujours uniquement à charge du lotisseur. Complètement à charge du lotisseur. C'est simplement parce que c'est pour éviter qu'il y ait des servitudes de passage qui viennent gréver l'implantation des réseaux, puisque au départ c'était prévu pour traverser des parcelles de Truffaut. Et là, ils ont préféré remonter directement au droit des parcelles pour éviter justement les servitudes et tout le reste. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Donc on soumet au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Délibération numéro 13, donc Hicham Margoum, concernant une convention entre ADIS, la ville de Donzère et la communauté de communes pour l'amélioration du cadre de vie des personnes qui habitent rue Marie-Simonet. Effectivement. Dans le cadre de l'amélioration de l'environnement et de la propreté et de la sécurité des usagers, ADIS SA HLM, la communauté de communes, la commune de Donzère et de la CCDSP ont décidé d'installer 5 conteneurs semi-enterrés qui seront installés à l'angle de la rue Maurice-Simonet et de l'impasse Alice-Cartier. La présente convention précise la modalité d'intervention de chaque organisme pour la réalisation de cet objectif. ADIS SA HLM s'engage sur les obligations suivantes. Verser à la CCDSP la somme correspondante à la fourniture et l'installation de 2 conteneurs semi-enterrés.
à savoir un CSE pour les ordures ménagères et un CSE pour le tri. Le coût des encombrants à A10 SA HLM est défini par les pièces contractuelles du marché public, notamment le bordereau de prix unitaire conclu par la commune et la communauté de communes, Drôme Sud Provence avec la société Aztec. Assurer une communication adaptée auprès de leurs locataires dès la mise en service des CSE. La commune s'engage sa part sur les obligations suivantes. Implanter les points de collecte sur le domaine public. Prendre en charge la prestation du génie civil liée à l'installation des 5 CSE. Ça conclut le terrassement, la réalisation du fond de fouille, compacter les niveaux, remblayer les cavités après les poses de CSE et les finitions déplacement du poteau incendie. La CCDSP s'engage pour sa part sur les obligations suivantes. Commander les CSE, les semi-enterrés, régler directement aux entreprises intervenant la prestation totale et la fourniture des 5 CSE, prendre en charge les modalités de ramassage dans le cadre de sa compétence, assurer l'entretien, le nettoyage, la maintenance des conteneurs semi-enterrés. La convention est conclue pour une durée déterminée qui prendra fin de plein droit à la mise en service du point de collecte d'ici l'été 2021. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire adjoint délégué aux travaux signer la convention pour participer à l'amélioration du cadre de vie des résidents de la rue Maurice-Simonet et de l'impasse Alice Cartier, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Merci, Hicham. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 14, Héloïse, pour l'adhésion à l'association Mémoire de la Drôme. Oui, alors considérant que l'association Mémoire de la Drôme, dont le siège est à Bourg-les-Valences, a collecté, archivé et documenté plusieurs dizaines de milliers de documents iconographiques, considérant que l'accès à leurs fonds est libre, mais que seuls les adhérents ont accès à une certaine fonctionnalité qui peuvent être utiles pour les besoins de la commune, c'est-à-dire la visualisation des images sans filigrane, l'achat de tirages photographiques, la remise tarifaire sur les livres, l'ajout d'images dans la galerie de la commune ou toute offre spéciale et information, considérant ainsi que l'objet poursuivi par cette association répond à un intérêt communal, considérant aussi que le coût de l'adhésion pour la commune est de 150 €, le conseil municipal est invité à décider d'adhérer à l'association Mémoire de la Drôme et autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette adhésion. Merci Héloïse. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on soumet au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 15. Alain Di Paola pour l'adhésion à l'association Promo Fluvia. Oui, la commune souhaite aménager la berge du Rhône qui se trouve à proximité des gradins qui ont été construits. Étant donné que ça demande l'intervention de plusieurs entreprises ou services de l'État, CNR, EDF, Voies navigables de France, etc., le problème d'aménagement du Rhône est très complexe. L'association Promo Fluvia a pour but de regrouper les individus, les élus, les institutionnaires, les professionnels motivés par le désir d'une meilleure intégration des fleuves et des lacs dans leur diversité. Considérant que cette association est susceptible d'accompagner la commune dans sa réflexion sur les aménagements autour du Rhône, le conseil municipal est invité à décider l'adhésion à cette association qui est de 230 € par an. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on soumet au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 16. Donc concernant la prolongation de la concession CNR. La CNR donc, nous a sollicité en décembre 2020. Aujourd'hui, donc, vous savez, c'est eux qui ont la gestion de tout le domaine concédé de l'État autour du Rhône. Il est prévu que la concession actuelle s'arrête au 31 décembre 2023
Et donc, il est proposé de le proroger jusqu'au 31 décembre 2041. Donc c'est à ce titre où la CNR nous questionne et nous demande notre avis en tant que collectivité sur cette prorogation. Donc la CNR, vous savez, c'est un partenaire quand même particulier pour la commune de Donzère, au regard du nombre de mètres carrés sur lequel qu'ils ont à gérer. Et on a quand même des dossiers importants à travailler avec eux. On a des liens qui sont quand même assez forts. Et puis on compte sur leur engagement pour continuer les travaux et améliorer notre cadre de vie, en particulier sur toutes les lones, les connexions qui sont avec le Rhône. Donc on a des discussions importantes avec eux en ce moment. Donc on vous propose de donner un avis favorable à cette prorogation de concession. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, justement, vous venez d'évoquer le niveau des lones. Pouvez-vous nous préciser où en est l'ouverture des accès aux lones là, pour les randonneurs, les promeneurs, les chasseurs, les pêcheurs? Les lones. Quel accès aux lones? Il y a des accès aux lones. Et pour le moment, ils sont interdits. Alors, tout dépend de quel accès on parle. Si ce sont des accès publics, privés, il y a une bonne partie des lones qui sont accessibles. Il y en a d'autres qui ne sont pas accessibles actuellement, sur lesquelles il y a des discussions qui vont être engagées. Vous pouvez préciser un peu votre question ? Il y avait un travail qu'on avait commencé à faire en 2020 avec les chasseurs et certains promeneurs. Il y a du domaine public qui ont été pris dans le domaine privé. Ça, il y a vraiment un boulot à faire au niveau des archives. Il y a des chasseurs à l'heure d'aujourd'hui qui sont interdits de passer. Et il y a eu des promesses, en plus, ça tombe bien, il y a eu des promesses électorales des gens de chez vous qui ont dit qu'ils allaient réguler la situation. On voulait savoir où ça en était. Ça, alors on est sur des problèmes qui datent d'au moins 2-3 ans, oui. Effectivement, et sur lesquels la municipalité... l'ancienne municipalité, et puis les élus qui étaient en charge de ces aspects-là ont laissé fermer effectivement des chemins communaux et donc avec impossibilité de passer maintenant. Alors c'est toujours compliqué de passer une fois que la fermeture a été réalisée et que ça fait plus de 3 ans que c'est fermé, mais ça fait partie des discussions que l'on a avec Karine Bello sur ces aspects-là. Il ne faut pas se voiler la face, les choses ne se feront pas du jour au lendemain. C'est toujours plus facile d'éviter la fermeture que d'aller, après, dans un second temps, demander à la réouverture. Voilà. Donc, ça fait partie des sujets un peu brûlants que l'on a en ce moment, sur lesquels on est dessus, mais on ne pourra pas avoir de résultats qui arriveront d'ici demain. Ça, on en a bien conscience, et ça va dans la direction dans laquelle on s'était engagé, effectivement. D'accord. Vous nous ferez un point dès que vous avez un peu avancé sur le sujet, s'il vous plaît ? Le point, il sera fait avec les personnes qui sont directement concernées. Et bien sûr que vous l'aurez, parce qu'on informera les Donzérois de cette situation-là à ce moment-là. Le conseil municipal et les Donzérois. Et aussi le conseil municipal, je suppose. Bien sûr, mais ce n'est pas des éléments sur lesquels on aura des réponses demain. Ça, c'est clair. Parce que ça aurait été bien d'agir au moment où ça s'est passé. C'est beaucoup plus facile. Non, mais pas de souci, mais ça veut dire que vous avez promis des choses pendant des élections, vous n'allez pas tenir alors. Ah non, je ne pense pas que ça soit exactement ce que j'ai dit, mais après, chacun interprète comme il veut, ça lui appartient. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Vous interprétez comme vous voulez. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Transfert d'un bail amphithéotique. Je laisse la parole à Malika Yayaoui. Alors, la commune a conclu un bail amphithéotique avec la famille Manval, donc un bail de 99 ans, donc il y a
54 ans maintenant, non 42 ans si je ne dis pas de bêtises, et Monsieur Manval avait demandé à ce que ce bail soit transféré au GFR, le CLAPAS, et puis finalement, donc chose qui a été faite, en juillet dernier. Et finalement, M. Manval nous a sollicité à nouveau dernièrement pour nous demander si finalement, au lieu de passer ce bail amphithéotique au GFR Le Clapas, c'est de le passer directement au nom de son fils, donc François Manval, qui reprendrait la suite de cette concession. Voilà, donc sur le principe, il s'agit plus on va dire d'un transfert de convention, donc une régularisation que de la réelle signature de cette convention amphithéotique. Donc le conseil municipal est invité à autoriser ce transfert de bail. Merci Malika. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point numéro 18, Hicham, sur la distribution de poules. Oui, effectivement, c'était un engagement de campagne et on va s'y tenir. Hein. Une parole est une parole. Oui, la ville d'Onzère souhaiterait faire une distribution une adoption de volailles dans le cadre de la réduction des déchets. À savoir que le Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 fixe les objectifs nationaux de la réduction des productions d'ordures ménagères à assimiler. Considérant que le plan national déchets 2014-2025 décline dans la loi de transition énergétique, accentue encore ses objectifs sur une réduction de 10% des quantités de déchets ménagères et assimilés produits par les habitants en 2020 par rapport à 2010. Considérant que la commune d'Onzère souhaite agir dans le domaine de la prévention des déchets et proposer une distribution de poules aux foyers volontaires afin de réduire leurs déchets, cette action menée par de nombreuses collectivités ayant fait ses preuves, à savoir qu'une poule peut consommer 150 kg de déchets par an et par foyer. Considérant qu'en plus de réduire leurs déchets, les ménages entrent dans une démarche de consommation durable en récupérant les œufs. Considérant qu'afin d'encourager la participation des habitants à cette opération, la commune propose d'offrir aux foyers volontaires disposant d'un jardin de poules de réforme issues d'un élevage biologique, considérant que les habitants désireux de participer à cette opération signeront une charte d'engagement de respect du bien-être animal. Le conseil municipal est invité à décider le lancement de l'opération « J'adopte une poule pondeuse », valider la charte d'engagement jointe en annexe, engager le crédit nécessaire dans la limite de 300 €. Merci. Merci Hicham. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet, cette délibération? Pas de questions. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Merci, pardon. Point numéro 19, projet Gaspard, convention avec GRDF, et je laisse la parole à Christophe Montblanc. Oui, bonjour. Donc, projet Gaspard, convention avec GRDF. Vu la délibération 2017-286 du 21 décembre 2017 de la Commission de régulation de l'énergie CRE, portant décision sur la mise en œuvre du cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GRDF, considérant le projet de déploiement des compteurs communicants de gaz sur l'ensemble du territoire par GRDF, considérant que le projet compteur communicant gaz est un projet d'efficacité énergétique orienté vers les consommateurs, poursuivant deux objectifs majeurs: le développement de la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation, l'amélioration de la qualité sur la facturation
par une facturation systématique sur index réel et la suppression des estimations de consommation. Considérant que la mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite l'installation de concentrateurs sur des points hauts de la commune, considérant que l'installation est à la charge de GRDF et les branchements électriques sont à la charge de la commune, vu le projet de convention 6 annexé, conclu pour une durée de 20 ans, qui précise les conditions et modalités d'installation et d'hébergement d'équipements de télérelevé en hauteur. Considérant le site retenu au stade Michel Hidalgo, considérant qu'une partie de l'hébergement par la ville de Donzère du concentrateur GRDF s'acquittera d'une redevance annuelle de 50 € hors taxe, valorisée annuellement en fonction de l'index mensuel TP01 de la fin de chacun des 4 trimestres précédents. Considérant l'intérêt d'apporter ce service aux usagers, le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention jointe pour l'installation et l'hébergement d'équipements de télérelevé. Merci. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Claude, pour le point numéro 20 concernant le concours d'illumination et le carnaval. Bonjour. Au regard du contexte sanitaire, la commune a initié, à l'occasion des fêtes de Noël, un concours d'illumination et de décoration, ainsi qu'un concours de déguisement virtuel à l'occasion du carnaval 2021. Le conseil municipal est invité à décider de l'attribution de chèques cadeaux à utiliser dans l'un des commerces donzérarois pour le concours d'illumination et de décoration. Ils sont fixés, ces chèques cadeaux, à 100 € pour le montant du premier prix pour les maisons individuelles, 100 € pour le premier prix balcon, 75 € pour le montant pour le deuxième prix maison individuelle, 50 € pour le montant pour le troisième prix maison individuelle. Décider aussi de l'attribution de chèques cadeaux à utiliser chez Zoé Confetti à Montélimar, magasin spécialisé pour le carnaval, pour le concours de déguisement, fixé à 30 € le montant pour le premier prix, 25 € pour le deuxième prix, 20 € pour le troisième prix, et dire que les crédits seront prévus à cet effet à l'article 62-32, fêtes et cérémonies. Merci Claude. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui. Je vois qu'il y a un prix pour les maisons individuelles et le prix balcon pour le premier prix. Mais il n'y a pas de deuxième ni de troisième au niveau des prix balcon. Ça veut dire qu'on donne qu'au premier et le 2, le troisième qui a un balcon, il a le droit à rien. Non, mais simplement, vu le nombre de participants dans la catégorie balcon, on a limité qu'à qu'un seul prix. C'est tout. C'est un choix. C'est un choix, ouais. Vaut mieux avoir une maison qu'un balcon. Oh, vous faites des interprétations que vous Après, c'est les personnes qui veulent bien participer. Hein. Voilà. Tout est relatif. Hein. Ça serait bien... Moins vous avez de participants, moins... ça serait bien de le mettre en avant. Je pense que si le deuxième et le troisième a un prix, peut-être ça motivera les autres. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Vous avez reçu aussi avec l'ordre du jour les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions qui vous ont été communiquées? Oui, s'il vous plaît. Le financement de la rue Maryse-Bastier, en fait, il y a... vous avez une dotation, c'est ça? Il y a eu des subventions pour la rue Maryse-Bastier. Et... Je n'ai pas compris la question, oui, pardon. pour la rue, les travaux de la rue Maryse-Bastier, vous avez eu des subventions particulières? Oui, on a une subvention de la région sur rue Maryse-Bastier et Mermoz, et Jean Mermoz. Donc là, on a commencé les travaux sur Maryse-Bastier. Ça va se finaliser, et puis ça bascule après de l'autre côté. La région, il y avait combien, tu sais pas? C'était combien la subvention région? De mémoire, je crois que c'est 124 000. D'accord.
J'ai une question, oui, pour la stérilisation et l'identification des chats errants. Oui. Donc, vous payez 70 € pour 20 chats, c'est ça? Et il y avait une association qui s'en occupait de manière gratuite jusqu'à présent. Vous ne souhaitez pas poursuivre avec eux? En fait, c'était pas exactement. C'était toujours nous qui payions. L'association, elle trappait, mais après, c'est quand même la collectivité qui payait. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est la collectivité qui va trapper ces animaux-là. Donc, en fait, le coût revient exactement au même. C'est simplement que c'est fait par la commune et non pas par l'association. Mais avant, les chats qui étaient venus, qui arrivaient, c'était pris sur cette dotation qu'on est en train sur laquelle on a pris la décision. Et qu'est-ce qui a motivé le fait que vous vouliez plus travailler avec cette association? C'est pas qu'on veut plus travailler avec cette association, c'est simplement que c'est plus simple en termes de suivi des chats qui sont trappés. C'est simplement sur cet aspect-là. Les cages, c'est notre police municipale qui les met, ou Laurence qui est dédiée là-dessus. Il n'y a ni plus ni moins. D'accord. Donc, vous ne travaillerez plus jamais avec cette association, du coup? Plus jamais, on n'est pas là à dire plus jamais avec personne. C'est simplement que sur cette partie-là de trappage, c'est beaucoup plus simple que ça soit géré directement par Laurence et la police municipale. Voilà, il n'y a pas de plus jamais. Très bien. Et la dernière question, donc vous nous avez parlé tout à l'heure des jardins familiaux et des jardins pédagogiques. Pouvez-vous nous préciser ce que c'est? C'est le même terme en fait sur les jardins familiaux pédagogiques. Où c'est que vous l'avez vu, jardin pédagogique? Ah oui, pardon, non, oui, effectivement. C'est avec le quartier des Chênes, donc il y a le collectif des Chênes avec qui on leur a laissé une petite partie du domaine public. Il y a cette convention qui a été réalisée justement entre le quartier, entre ce collectif et la collectivité. Et donc ils sont en train de mettre en place tout un petit jardin pédagogique qui est vraiment un espace de vie pour tous les gens du quartier. D'accord. Voilà. Et vous avez d'autres quartiers qui vous ont sollicité pour ça, à part les Chênes? Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres quartiers. Par contre, on va bien sûr mettre en avant l'expérience sur le collectif des Chênes pour que si ça se déploie dans notre quartier, avec grand plaisir. Et on va relancer justement les jardins urbains à partir d'avril. Et donc les quartiers qui veulent s'inscrire dans un dispositif un peu similaire, dès lors qu'on est d'accord sur l'implantation qui est proposée, après, on peut rentrer dans cette même dynamique. Un quartier, il faut que ça vive, il faut que les gens puissent avoir un lieu pour échanger. Et donc, si c'est autour justement de ces valeurs pédagogiques de retour à la terre, on n'en est que très content. Est-ce que vous avez d'autres points là-dessus? Pas plus sur les décisions du maire? Très bien. Je vous remercie pour ce conseil municipal. Avant de le lever, je voulais quand même qu'on souhaite un très bel anniversaire à notre Dominique. Et puis un très bon week-end à tous. On se revoit rapidement pour le vote du budget début avril. Très belle journée et je demande à la majorité si elle le souhaite de rester. Alors vous pouvez aller vous dégourdir les jambes, mais après on reprend un petit moment ensemble pour échanger sur un ou deux points. Merci beaucoup.